I did write a thesis, and it's available online, prosthetic and orthotic services to developing countries. And the overall aim was to generate further knowledge of prosthetic and orthotic service in developing countries. I wanted to investigate patients' mobility and satisfaction with prosthetic and orthotic devices delivered in low-income countries. I wanted to know patient satisfaction with service delivery and views of staff regarding clinical practice and education. And so I was driven by actually been visiting many workshops and wondering how well are these patients walking out of workshops doing. And there was very little evidence on that, so that was my motivation to do this. And then I choose Malawi, Sierra Leone, and Pakistan for data collection. I wanted different types of settings. And I just was writing my proposal, and then I was seeking ethical clearance in each country. And I just want to take the moment to encourage you, because if anyone wants to publish your research, you need ethical clearance from your country where you collect your data. And you cannot, even as organizations, you can't give researchers your data. You need ethical clearance before starting collecting data. And I think for next FATO Congress, that could be an encouragement that, because then it's possible to also publish. International journals don't take studies that don't have ethical clearance. So I was seeking ethical clearance, and almost all African countries have it set up by WHO, and so you'll find it online, and it's not so complicated. So I encourage you to do that. So I did my studies and did all the statistics and the analysis and wrote up my papers. They were in publication process. And I don't know how much experience you have of what it is like to write the PhD thesis, but when you have all your results, you're supposed to make sense of them in a theoretical level. And I must say I've struggled a little bit with this, because you got results that's varied, and then you're going to try to frame it nicely with theoretical concepts that's possible to reference. So I just want to share what I came up with, and that might be inspiration for someone. I used theory that's disability and poverty, disability and culture, and the Convention of Rights for Persons with Disabilities, and also the International Classification of Function and Disability of Health, ICF. So I'll give you a short introduction to those. It's about 1 million people, I think we have heard this conference. And poverty and disability is connected, and within the literature and the scientific literature you can find evidence for this. And poverty goes beyond consideration of financial resources and includes access to health, education, housing, and social inclusion. And disability is associated with poverty. If you're disabled, you have more chances to becoming even more poor. And if you're poor, you have more risks to have a disability. And people with disability are overrepresented among the poor. And so I used this. And I think the good news is that the negative circle about disability and poverty can be reduced by offering persons with disabilities increased mobility through provision of prosthetics and orthotics. And this can facilitate increased inclusion and mainstream services such as education, employment, and healthcare services. And I think we need to look a bit broader. We want people to be mobile, but not just mobile. We want them to be included in the society. And then I had results that had cultural issues. So I had to look into cultures.
And cultures influence how people view and treat people with disabilities. And the concepts of culture is complex. And in every setting it has a different meaning, but one said culture is a civilization taken its widest ethnographic sense, is that complex within which knowledge, belief, art, moral, customs, and other capabilities and habits acquired by man and member of society. And for example, in Sierra Leone, I had results that there was very much of a stigma. It's so bad, so people were refused from families, and I think we also have to acknowledge that the African continent is very varied. And also, people's perception about people with disabilities, understanding varied a lot. And people draw knowledge. Where do you get your perceptions and your attitudes and your culture from? It's personal experience, it's knowledge, it's also traditional beliefs in combination with biomedicine. And people give meaning to illness and the experience of disability by drawing from multiple sources. And perceptions of disability and personal, social, and practical consequences of impairment will be different on culture factors. So I did discuss culture issues, as I saw it had effect on rehabilitation, and I think you know your own culture. Sometimes it's good to reflect on what is there, because you're also part of the culture. Some examples. There were varied explanations for the cause of disability, which included illness, disease, the will of God, witchcraft, negative traditional beliefs was common in Malawi, Sierra Leone, and also in Pakistan. In Sierra Leone, amputees embodied memories of the civil war, and this affected their position in the society and their identity. People said something like they didn't want to be reminded about the war, and therefore they didn't want to face these people. Persons with disability in Malawi were not cared for within their families, which was not the case. They were well cared for in Malawi, but that was not the case in Sierra Leone, so that just shows there's a difference on the continent. There were women with disability has even worse situation than men with disability, and there were fewer possibilities to attend school, less access to public health care and rehab services compared to men with disabilities, at least in Sierra Leone. And in Malawi, there was reports for people with disability using public transport. In Pakistan, there was more gaps between men and women in terms of access to education, employment, and also healthcare. So I thought, okay, what to do with this? What does the convention say? The United Nations, they ruled out standard rules, 94, and then they would evaluate it 10 years later, 2004, and I think it was about 50% of the African countries, not much had happened, still very little. So they decided to launch the convention. 2007, I don't think anyone have missed that. Have you looked into it? I think this is a tool. Many of your countries have signed the convention and said, and so that's something we can use to push. And it says it's to promote, protect, and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their dignity. And it has 50 articles, and I'll just show you the 3 that I think is most relevant for our field. It's Article 20, it's mobility.
State parties shall take effective measure to ensure personal mobility with the greatest possible independence for persons with disabilities, including assistive technology. It's in there. Article 26 is habilitation and rehabilitation. State parties shall promote the availability and knowledge and use of assistive device and technologies designed for persons with disability as they relate to habilitation and rehabilitation. And women should have the same access as men. It's also Article 6. And there's many initiatives, many good things happening, and we have heard many this week. And I had many good stories in the results, but there's also a long way to go to implement the Convention of Rights for People with Disability. And I was actually part of a research group working a lot with this, the International Classification of Function with Disability and Health. It's used among physiotherapists, occupational therapists, doctors, so it's pretty much, it's developed in Geneva, and it's just a theoretical classification of health condition, body function, affects your activities and how you can participate in the society, and then environmental factors and personal factors, and then interaction in between. And I actually struggled to use this because I wondered, can I really squeeze all my results into this model? So product and technology, according to this theory, would be considered as environmental factors. So products and technology, together with natural environment, support and relationships, attitudes, service system, and policies. So I wanted just these two go together, ICF and the CRPD. And there is some publications written about people working in Geneva on this. And what they say is that there is attempts to develop indicators to monitor states on Article 26 to cover rehabilitation. And a suggested framework for that is ICF, and also identify gaps. Yeah, what is ICF? It's a model which describes both problems in function and body, activity, performance, and participation, as well as environmental factors. And it's very, I would say, trendy at the moment in the West, in Europe at least, in the rehab field. And the ICF model is therefore suitable for application in the process of provision of assistive device, and the ICF provides common language and can be of assistance when relating medical aspects to patients. So I tried, I took all my results and I squeezed them into the model. And I did actually work. I had to stretch some of it a little bit. So that was just a short summary, but if anyone is struggling with a thesis or need theoretical concepts, you can maybe find some inspiration here. Okay, thank you very much. Donc nous disons merci à Lina. De cet exposé, on retiendra qu'il y a le texte et à l'esprit du texte. Et on essaie d'avoir le texte bien fait si on n'a pas de mécanisme de suivi pour amener nos États à appliquer souvent certains textes. Donc nous allons faire appel à l'orateur suivant qui est M. Lakna Tokpesa. Je ne sais pas si je n'ai pas accroché votre nom. Donc M. Lakna est un kinésithérapeute cadre qui travaille au CNAO de Lomé. Il est chef de service de kinésithérapie et il est le président fondateur de l'association CAM, le Club des Amis des Malades. Donc, M. Lakna va nous présenter un sujet sur l'évaluation du processus de participation des parents à la prise en charge
des enfants infirmes moteurs cérébraux à Lomé. Monsieur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à l'Assemblée. Comme le Président vient de me présenter, je suis au CNAO et je vais vous présenter mon travail qui est intitulé « La participation des parents d'enfants infirmes moteurs cérébraux dans leur prise en charge ». Les enfants, on appelle souvent IMC, et la définition que nous allons user à partir de Métayer, c'est le résultat des lésions précoces cérébrales qui sont responsables des déficiences motrices qui peuvent être associées à des troubles des fonctions supérieures. Et ces déficiences motrices peuvent se présenter sous forme de troubles de posture et des troubles de mouvement. Donc, notre travail, nous allons vous présenter en des différentes parties. Et voilà, nous allons faire une introduction, la méthodologie, les résultats, les discussions. Nous allons proposer de faire des suggestions et des recommandations et enfin conclure. Notre introduction, c'est ça? Voilà. L'introduction, c'est une bref aperçu de ce qui existe. Donc, il y a des chiffres épidémiologiques. On sait que dans le monde, de par les grands pays sur lesquels nous appuyons, on a constaté qu'aux États-Unis, en Europe et autres, on a 2 à 2,5 pour 1000 naissances qui sont des enfants infirmes moteurs cérébraux. Et en France, selon une association de parents d'enfants pour leur prise en charge, on estime que 3,24 enfants sur 1000 sont des enfants handicapés. Mais les enfants IMC, eux, représentent parmi ces enfants 1,12. Vous voyez, c'est énorme. Et en Afrique, selon une étude de CBM faite en Afrique, on a constaté que 60% des enfants infirmes moteurs ont pour cause le paludisme. Donc nous sommes des malheureux du paludisme qui sévit en Afrique. Et pour revenir, nous sommes au Togo et au CNAO. Nous avons constaté en 2011 déjà que nous recevons à peu près 15 pathologies. Et sur ces 15 pathologies, vous voyez que les enfants atteints d'infirmes moteurs cérébraux occupent presque 27% de tout ce que nous avons reçu à partir de 2011 à 2013. Et dans le groupe des enfants que nous recevons au CNAO, et ce qui nous a amené même à avoir carrément un petit service uniquement pour enfants IMC, sous l'aide de fonds spéciaux pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Et on a constaté que ces enfants, en 2011 seulement, sur 258 enfants reçus, nous avons 74% des enfants IMC. C'était grand pour qu'on prenne en compte cette situation, d'où nous avons essayé longtemps de réfléchir comment améliorer cette prise en charge en conséquence pour avoir une qualité de vie de ces enfants, parce qu'on ne peut pas avoir la guérison en termes propres, mais on peut plutôt améliorer leur qualité de vie. Et en 2007, par exemple, déjà, avec l'appui de Handicap, on avait procédé à l'élaboration de références de prise en charge pour ces enfants. Mais pour améliorer, en 2011, comme je le dis, selon ce constat, nous avons essayé d'approcher le fonds spécial, dont les représentants sont dans la salle ici, qui nous a appuyés pour introduire alors cette nouvelle approche qui est l'implication particulière des parents à leur prise en charge. Et ainsi, CNAO en a approprié et on a eu recours au modèle Ambizela ou à la méthode Ambizela, qui est un exemple de l'Afrique du Sud. Et c'était Ambizela, c'est un terme d'une langue de là, qui veut dire Hoha, je ne peux pas le dire exactement comme eux, mais c'est plutôt dire que c'est faire des progrès. Donc faire des progrès, c'était pour amener les parents à avoir des connaissances théoriques et techniques pour la prise en charge des enfants IMC. Du coup, c'est pour que
les parents s'approprient les étapes de prise en charge. Et ils l'ont fait en 7 modules, 7 principaux modules, dont le premier module, c'est l'introduction. L'introduction amènera les parents à mieux maîtriser ce que c'est que l'IMC, l'infirmité motrice cérébrale, les causes, et tout ce qui l'entoure, tout ce qui implique, tout ce qui cause. Parce que nous savons en Afrique, déjà quand on a ce type d'handicap, on stigmatise les parents, on stigmatise la femme, ce qui a été source de divorce, source d'abandon d'enfants et autres. Donc on amène les parents à savoir ce que c'est que l'IMC sous le modèle scientifique et non le modèle culturel comme nous le pensons. Donc nous amenons au module 2 qui est l'évaluation. Donc ceux qui ont suivi le symposium CENAO, il y avait quelqu'un qui a évoqué ce cas aussi, qui a parlé de façon globale l'IMC. Donc évaluer, c'est amener les parents à se situer, puisqu'il y a des étapes. Mon enfant est quoi? Et à cette étape, qu'est-ce qu'il a comme problème, qu'est-ce qu'il a comme handicap? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter plutôt la solution. Donc, l'étape 3 qui est le module 3, c'est le positionnement. Donc, on l'amène à acquérir des positionnements, des positions appropriées pour son enfant. Ce n'est pas lui apprendre n'importe quelle position, c'est en fonction du type que l'enfant a, de type d'handicap principal qu'on va amener la maman ou bien le parent plutôt, je m'excuse, ce n'est pas la maman seule, on a une idée que les mamans, à faire des positions à son enfant. Et en module 4, c'est la communication. C'est important, c'est primordial parce que la communication, c'est un fléau pour nous tous et encore beaucoup plus compliqué pour communiquer avec son enfant, IMC surtout, qui ne parle même pas aussi, qui ne parle pas, qui a des difficultés de parler. Donc les parents, on les amène à communiquer à tous les créneaux de communication. Il y a le gestuel, le son, ainsi de suite. On les montre, on les amène. Et nous le faisons cela pas. Ce n'est pas un enseignement didactique. C'est un échange avec les parents pour trouver les moyens pour satisfaire les enfants. C'est plutôt pour améliorer les conditions de vie de leurs enfants. Et nous allons au 5e module qui est les activités de la vie quotidienne. Donc nous voyons que quand nous avons un enfant handicapé, surtout l'IMC, les parents trouvent que nous ne sommes pas qu'ils trouvent, nous constatons et nous vivons que c'est une charge énorme et qui empêche même les parents de travailler. Donc on amène les parents à montrer aux enfants, combiné avec des postures que nous allons apprendre ensemble avec les parents, comment amener l'enfant à faire des petites activités, jouer. Bon, les jouer, ça va pas, mais de faire quelque chose, comment manger, comment se lever, comment faire des choses étant dans sa posture, pour enfin libérer le parent ou la maman de faire lui aussi ses activités quotidiennes. C'est soit le module 5. Le module 6, c'est l'alimentation. Bien sûr, c'est compliqué. On a toujours à faire gaver l'enfant ce qu'elle doit manger, ce qu'il doit manger plutôt, mais ce n'est pas ça. Il faut amener les parents à utiliser, comme la collègue vient de présenter, l'autre qui n'avait pas de membres. Qu'est-ce qu'on a amené? On a utilisé des moyens pour qu'elle puisse en utiliser. Il y a des enfants qui ne pouvaient pas faire les mouvements, soulever la main. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant puisse être indépendant, un peu près indépendant, parce qu'on ne peut pas l'obtenir totalement, mais avec des petits enseignements, on peut l'amener à être indépendant. Le module 7, c'est les jeux. Les jeux, c'est quelque chose qui est très important pour les enfants. Ça développe aussi le mental des enfants sans les jeux. Donc, il faut les amener à jouer. Il faut mobiliser autour de l'enfant tout ce qui tourne autour de lui, à l'aider à participer aux jeux de l'enfant. Donc, on enseigne les enfants. Donc, je vais revenir dire que cet enseignement, ces modules ne sont pas disparates. C'est de façon transversale. Donc, nous ne pouvons pas faire la posture et venir faire les jeux quotidiens, les jeux ou bien les activités quotidiennes. Donc, en réalité, l'enfant, on combine tout ça à ce qu'il ait cette capacité de pouvoir s'épanouir au-dessus de lui. Donc, et tout ça là, avec son entourage. Et ces modules nous amènent à donner aux parents les possibilités de devenir des créneaux de sensibilisation dans son entourage. Puisque nous voulons leur donner des connaissances sur l'IMC et des connaissances techniques et pratiques
pour la prise en charge des enfants IMC et même les causes, les conséquences, ce qui peut causer. Donc la maman ou le parent peut sensibiliser son entourage sur les causes et les conséquences pour avoir l'enfant IMC. Donc ce modèle implique aussi la démarche thérapeutique du kiné. Et le kiné est au centre. Et je vais bien préciser, mon étude s'est centralisée au niveau des kinés. Mais c'est une prise en charge multidisciplinaire, comme nous le disons, mais particulièrement, moi j'ai fait l'étude avec les kinés, puisque au CENAO, le kiné travaille avec l'orthoprothésiste, l'orthophoniste, mais le kiné est au centre de cette prise en charge que nous avons initiée. Donc c'est lui le premier, par exemple, à recevoir l'enfant pour le bilan. Donc nous avons proposé cette étape thérapeutique que nous essayons d'appliquer. Donc il faut l'accueil que nous tous nous connaissons. Au niveau de l'accueil, il y a les préliminaires, les rassurants, c'est-à-dire amener les parents à comprendre ce que c'est que l'IMC et le rassurer qu'on peut apporter un petit peu à sa prise en charge ou bien à sa vie, à la qualité de vie de l'enfant qu'elle en a. Et nous avons le traitement kiné qui vient avec le protocole de traitement kiné que nous allons, le bilan, les thérapies globales, sensory guidance et les conseils. Les conseils, c'est une étape importante parce qu'il faut toujours rappeler, et nous disons, ces étapes ne sont pas aussi disparates, chacune imbrique l'autre. Je ne peux pas dire qu'au niveau du traitement kiné, je ne fais pas l'accueil, je le fais bien sûr. C'est ce que nous voulons avoir. Donc, comme nous le disons, c'est un modèle ou bien une méthode que nous avons adoptée, et c'est depuis 2011. Donc, à un moment donné, il fallait voir, est-ce que nous avons apporté quelque chose pour que nous mettons en place? Est-ce que nous suivons exactement ce que nous avons voulu faire? C'est un processus. Est-ce que le processus, là, nous le respectons? Est-ce que cela a permis à ce que les mamans ou les parents aient les connaissances dont nous espérons avoir? C'est ça, c'est ce qui nous a amené à faire cette étude. Et l'étude, c'est évaluer le processus de participation des parents à la prise en charge de leur enfant IMC et surtout au niveau du service pédiatrique que nous avons nommé du CENAO. Et l'objectif, c'est d'identifier le niveau d'exécution par les kinés et identifier le degré de connaissance théorique ou technique des parents et à peu près apporter quelques suggestions pour améliorer, parce que si nous en avons trouvé. Donc c'est une étude à visée évaluative et ça s'est déroulé en 2014 de août à octobre et comme nous l'avons dit au service de kinésithérapie. Donc nous avons comme les personnes enquêtées, la population, c'est les kinésithérapeutes de la salle de kinésie pédiatrique du CENAO, c'est les parents d'enfants qui ont commencé qui venaient au centre depuis 2011 et bien sûr, tout kiné qui n'est pas de la salle n'est pas interrogé et les parents qui n'ont pas fait au moins 5 séances au CENAO ne peuvent pas participer parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas les évaluer, on ne peut pas les poser les questions sur comme le module, c'était à un niveau donné des modules. Donc nous avons utilisé, nous sommes basés sur des critères, le sexe, nous sommes basés aussi sur le modèle de la démarche des soins et le modèle Ambusera pour élaborer notre questionnaire. Donc nos résultats ici, nous avons utilisé le logiciel bien sûr Word et Excel à élaborer nos questionnaires, à traiter aussi nos résultats. Donc les résultats déjà, nous avons sur les proportions sexe au niveau des kinésies, nous voyons que le masculin est à 86%. Au niveau des parents, c'est le féminin qui le domine. Donc sur notre échantillonnage, nous avons 50 parents que nous avons interrogés et sur les 50, c'est 10% qui est masculin. Ça traduit quelque chose, puisque en Afrique, souvent, c'est la femme qui a la charge de l'enfant, surtout que l'enfant est malade, c'est elle qui s'en occupe. C'est ça qui nous présente. Donc, nous avons posé des questions autour, comme nous l'avons dit. Est-ce que, nous voulons voir, la première question, est-ce que les parents, les kinésies qui reçoivent, est-ce qu'ils donnent une explication aux parents? Au niveau des kinés, ils ont dit, totalement, certains donnent, certains ne donnent pas. On essaie de voir, est-ce que, parce que
nous nous disons que quand le parent arrive, s'il faut être dans le module introduction, déjà il faut que le kinésiste explique ce que c'est que l'IMC, explique suffisamment aux parents. Donc là, nous voyons qu'ils le font à 57%. Vous voyez que c'est une erreur. Le 1 ou 2% déjà, c'est échappé. S'ils ne font pas tous, ça veut dire que nous retrouverons des parents qui ne savent pas ce que c'est que l'IMC. Ils vont venir seulement, comme nous le faisons, remettre l'enfant au traitant, être à côté et lui s'en occupe. Ça veut dire, et nous avons que peut-être 2 ou 3 séances par semaine. Est-ce que c'est suffisant pour faire? Nous avons essayé de voir, est-ce qu'ils établissent le dossier patient? Là, tous établissent le dossier patient. Et nous sommes ici, ils établissent le dossier patient. Nous voulons voir, en établissant le dossier patient, est-ce qu'ils amènent les parents à participer à des propositions de certaines façons de prendre en charge l'enfant? Et nous avons demandé, est-ce qu'ils intègrent est-ce qu'ils élaborent d'abord le dossier avec les parents? Ils ont répondu. Est-ce qu'ils intègrent certaines propositions des parents? Parce que ça fait partie, il faut amener les parents à participer à l'idée de faire des propositions de traitement, des petites techniques. Les parents peuvent le faire parce que c'est des gens qui réfléchissent comme nous et qui vont participer. Et cela leur permettra d'appliquer cela et de les rendre très efficaces pour la prise en charge de leurs enfants. Et au niveau toujours est-ce qu'ils informent aux parents, lorsqu'ils donnent les techniques, à quelle étape du traitement il faut que les parents interviennent. Il faut qu'ils les expliquent, parce que nous avons voulu qu'on nous donne aux parents des connaissances suffisantes pour la suite de la prise en charge. Vous voyez que certains, à la question, est-ce qu'ils indiquent les étapes aux parents? Tous, ils ont répondu, vous m'excusez, il y a une erreur de choses. Les choses totalement, partiellement, ils ont répondu tous. Et ici, est-ce qu'ils décrivent plutôt le processus aux parents? Donc, vous voyez, les dispositions ne sont pas mieux là-bas, vous m'excusez, peut-être moi, ou c'est la technique. Et à quelle étape ils font ça? C'est au début ou à la fin? Vous voyez, au début, 57, à la fin, 47. Là, ça n'a pas trop d'impact. La participation des kinés. Donc, on avait fait une formation et ces kinés qui sont dans la salle doivent suivre tous la formation pour savoir, puisque c'est une éducation thérapeutique qu'il faut donner aux parents. Et nous avons recours à cette double compétence où le kiné doit disposer de ses connaissances techniques, mais d'être un pédagogue. Donc, il va falloir qu'ils suivent une formation au moins de comment animer. Et on a voulu, il y avait une formation qui est insistée. Est-ce que tous ont suivi la formation? Ils ont dit non. Et ceux qui ont participé à la formation, 47 n'ont pas participé. Et les 47, ils ont dit une seule fois. Bon, l'idée, c'est de voir si c'est une seule fois, est-ce qu'il a reçu totalement tous les modules et une seule fois? Est-ce qu'on peut donner en une seule formation tous ces modules au kiné? Nous avons voulu voir, est-ce qu'il transfère réellement les techniques aux parents? D'autres, 43% ont dit jamais. Bon. 14, ceux qui donnent souvent, ceux qui donnent toujours, 14%. Ça, déjà, c'est une lacune. Ça, c'est une culture de s'auto-évaluer. C'est ce que nous avons voulu faire. Ce n'est pas trop fort, mais nous voulons qu'à la fin, qu'on se remédie pour améliorer. Parce que nous avons cette habitude de cacher, je le dis, de cacher ce qu'on trouve faible en nous. Mais moi, j'aime exposer ça pour qu'on se corrige. C'est ce que j'ai voulu faire ici. Vous avez vu que ceux qui le font toujours, c'est 14%. Et ça se relate réellement quand on le fait, on ne le sait pas, mais c'est ça. Donc, explication des données par les kinésithérapeutes aux parents toujours. Et ici, vous avez vu, c'est au niveau de la participation des parents. Nous avons fait semblant de poser certaines questions, les mêmes aux parents qu'aux kinés. Parce que le parent peut donner une autre réponse et le kiné donne. Et pour qu'on juge réellement, ou est-ce que le kiné, on peut dire, vous faites le dossier, le kiné va dire oui, bien sûr, oui. Mais si on ne l'a pas posé aux parents, on ne saura si réellement le kiné a fait. Puisque le parent peut, si le kiné peut vouloir se protéger et dire oui, qu'il fait le dossier. Ou bien il intègre les données du parent. Pourtant, si on retourne chez le parent, on verra s'il a dit oui. Et c'est un pourcentage aussi, bien sûr. Donc, aux parents, on a redemandé pour voir si les kinés les expliquent au début à la première séance. Vraiment, à 84% aussi, ils ont dit qu'on explique. Est-ce que vous comprenez à peu près? Bon, les 48% ont dit qu'ils comprennent, 16 n'ont pas plus totalement compris. Donc,
Il faut remédier à cela parce que l'objectif, c'est que tout parent qui vient, qui puisse comprendre ce que c'est que l'IMC avant qu'on continue le traitement. Donc, c'est ça notre façon de voir les choses. Participation des parents à l'établissement du dossier. C'était pour voir réellement, vous parents, est-ce que le kiné, quand il élabore le dossier de votre enfant, vous participez, vous êtes là, nous avons vu 100% aussi, on dit qu'on fait le dossier. Ça, c'est un point fort parce qu'on fait au Sénat toujours le dossier de chaque patient qui arrive, on établit un dossier. Maintenant, aux parents, s'ils ont participé, 86% ont dit oui, qu'ils ont participé à l'établissement du dossier. C'est bien, mais le reste, il faut qu'on essaie de se rattraper. Donc, nous avons une manière de faire, c'est-à-dire que le kiné doit enseigner les techniques aux parents lors du traitement aussi, parce que c'est plus direct que de l'enseigner sans le pratiquer. Et ici, c'est aux parents qu'on a vérifié. Cette question, on ne l'a pas posée au kiné, mais aux parents, nous avons posé la question, si vous utilisez les techniques de l'enfant pour aider l'enfant à la maison. Vous voyez, 82% le font, 14% ne le font pas. On leur a demandé, bon, c'est bien, on a demandé d'abord, est-ce que le kinésiste vous a appris les techniques? Oui, à ceux qui ont répondu, 84%. Le kiné vous a fait des retournements. Bon, c'est pointu pour voir si cette technique de base, qui est le retournement et positionnement, est fait. Oui, à 86%. Et est-ce que vous les utilisez à domicile? 82%. Mais là, on n'a pas encore fait un suivi pour voir si c'est réel, mais c'est eux qui répondent. C'est ça nous avons voulu voir. Nous allons demander à l'orateur d'accélérer parce qu'on a encore un exposé et vous avez 10 minutes. D'accord, merci. Donc, je vais en finir tout de suite. Donc, les parents d'enfants au module, nous avons essayé de voir s'ils participent aussi à la formation parce que c'était une notion de former. Mais cette formation, les 58% ont dit qu'ils sont formés, les 38% non. Donc, parmi les 58 qui ont suivi la formation, 84% ont dit qu'ils ont participé une seule fois. Donc, on a voulu voir s'ils pratiquent. Seulement, ils font à 64% parfois. Totalement, ils sont 16. Donc, ça, il y a une erreur. Parce qu'ils ont voulu répondre là-bas, mais pour eux, c'était un biais parce qu'ils ont dit qu'ils pratiquent à 84%, mais ici, ils disent parfois. Donc, on a essayé de faire l'échelle de Linker pour voir réellement s'ils pratiquent ou pas, mais c'est ici parfois qu'ils le font. Donc, ça veut dire qu'ils ne le font pas. Nous avons voulu voir si nous avons entamé cette méthode, est-ce que nous faisons un suivi? Voilà, suivi des parents à domicile. 90% disent qu'ils ne sont pas suivis. Bon, 66% disent qu'ils sont satisfaits. Maintenant, la question, ils ne sont pas suivis, est-ce que nous avons quelque chose de concret? Ils ne sont pas suivis. Est-ce que nous pouvons savoir s'ils les mettent en pratique à domicile? C'est là la question. Donc, la discussion dont nous avons plutôt relevé les points forts et les points défaillants pour en exploiter les points défaillants. Donc, nous avons les points forts chez les parents, les points forts et les points faibles critiques chez les parents. Vous avez 34% qui ne sont pas formés, 84% participent une seule fois, 16% pratiquent toujours. Donc, c'est le côté faible au niveau des parents. Au niveau des kinés, le côté fort, nous avons. Le côté faible, vous voyez, 29% n'intègrent pas, 43% décrivent à moitié, donc ça c'est déjà une insuffisance. 43% ne transmettent pas ou bien jamais les techniques aux parents. Donc à cela, nous avons fait des recommandations qu'on fasse une mise en place d'une équipe de supervision au niveau du CENAO, qu'on intègre les autres corps à la prise en charge. Bien sûr que nous, ici au CENAO, ça se limite ortho, kiné, orthophoniste, mais en réalité, il faut mettre beaucoup de corps autour de cette prise en charge. Donc, on va revoir, concevoir des manuels appropriés parce que nous avons utilisé un manuel fait en Afrique du Sud qu'on a traduit à l'aide des experts du Fonds spécial du CICR. Il va falloir que nous réunissons et que nous élaborons un manuel à base de là approprié à nos réalités au CENAO. Donc, nous avons élaborer une stratégie de mise en place, en œuvre de cette recommandation que nous avons détaillée dans le document WORDS. Donc, en conclusion, nous avons vu que l'étude a prouvé que le travail fait est réalisé, mais nous ne sommes pas totalement parfaits tel que nous avons voulu. Et nous pensons qu'en appliquant les suggestions faites
et en impliquant tous les professionnels, tous les corps possibles pour la prise en charge des enfants, nous ferons encore mieux. Et vous voyez ce qu'il faut faire, il faut des séances de réunion, il faut mettre les parents en travail, au travail plutôt, comme elle le fait ici, elle travaille, elle s'y met, elle traite son enfant. Je vous remercie. Nous disons merci à M. Lacna. On voit qu'il est passionné par son sujet et c'est de bonne guerre. Donc, comme quoi l'IMC, comme on dit dans une certaine langue africaine, toutes les sauces finissent par l'oseille. Donc, toutes les pathologies chez l'enfant, pathologies handicapantes, finissent par l'IMC. Donc, ceci dit, nous allons faire appel à Mme Etong Annie Pascaline, qui est camerounaise nationalité, qui est inspectrice des affaires sociales, qui travaille au niveau du ministère des Affaires sociales et qui est également coordonnatrice du projet de prévention des incapacités et réadaptation intégrées dans les communes de Balmayo. Elle est formatrice des formateurs en RBC. Elle va nous entretenir sur un sujet qui est l'implication des familles dans le processus de réadaptation des personnes handicapées qu'a la commune de Balmayo. Madame, vous avez la parole. Merci, bonsoir de me passer la parole. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui me permettent depuis 2 sessions de participer au congrès de la FATO. Ceci pour nous permettre de partager notre expérience. Nous sommes un petit projet, un tout petit pousset. Et il y a 3 ans, nous avons présenté le lancement de nos activités à Yamoussoukro. Et cette fois-ci, nous venons partager avec vous ce que nous avons déjà pu observer pendant les 3 ans d'implémentation de nos activités. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est montrer l'importance de l'implication des familles dans la prise en charge des enfants handicapés. Ça vient à la suite du brillant exposé qui vient d'être passé. Nous, on n'a pas fait une étude formelle de ce que nous avons fait. Nous l'avons fait sur la base des observations parce qu'à la base, nous ne sommes pas des spécialistes. Nous travaillons certes avec un kiné. C'est sur la base des observations d'évolution des enfants que nous encadrons depuis 2012 que nous avons essayé de partager, de faire cet exposé. Alors, comment ça marche? Pour avancer, c'est ça, ok, merci. Donc, le plan de notre travail, on va d'abord présenter le contexte de l'étude. Nous allons présenter l'objectif de l'étude. Nous allons aussi présenter les objectifs spécifiques, la méthodologie, les résultats et la conclusion. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet Pierre est un projet qui est mis en œuvre dans la commune de Balmayo, dans le district est la stratégie d'intervention. Cette stratégie appelle donc à la répétition quasi quotidienne des gestes, des exercices précis, le suivi des consignes des techniciens de la réadaptation. La présente étude a été menée en zone urbano-rurale de la commune de Balmayo depuis mai 2012 jusqu'à ce jour. Donc nous avons pu observer, nous encadrons 176 personnes qui ont fait l'étude de qui ont fait l'objet de cette étude. Nous voulons, comme objectif, susciter l'implication des familles des personnes handicapées dans leur processus de réadaptation. Et ceci nous permettra d'améliorer l'autonomisation des personnes handicapées avec l'appui des familles. Comme objectif spécifique, nous poursuivons susciter la participation des personnes handicapées aux activités de la vie quotidienne en famille. Nous voulons renforcer les capacités des familles dans les activités de la vie quotidienne. Nous voulons aussi renforcer les capacités des familles dans les activités de rééducation fonctionnelle. Comme je l'ai dit, nous travaillons avec un kiné qui s'occupe des aspects relatifs à la rééducation fonctionnelle. Alors, les progrès des personnes handicapées portaient sur des critères préétablis ainsi qui suit. Les aspects médicaux,
Donc, il y avait le port des attelles, les installations des enfants IMC dans les sièges adaptés, la prise permanente des médicaments et le respect des consignes du kiné. Les activités de la vie quotidienne, donc manger, s'habiller, se laver, aller aux toilettes, participer aux activités domestiques, se déplacer, jouer et communiquer. Donc, 110 cas ayant des handicaps moteurs pour la réadaptation médicale, 55 cas ayant des difficultés à comprendre, à apprendre des entraînements aux activités de la vie quotidienne, 16 cas ayant des handicaps multiples dans les activités de préscolarisation. Il faut dire que nous menons une activité spécifique qui est celle de la préscolarisation, qui est l'entraînement des enfants qui ont des déficiences intellectuelles à apprendre au moins les basiques, le graphisme, un peu de logique, ainsi de suite. Donc, voilà, tracé sur un tableau, ce que nous avons pu obtenir. Vraiment, comme j'ai dit, ce n'est pas une étude classique, c'est sur la base des observations. Nous avions donc, comme je l'ai annoncé, 110 enfants handicapés qui avaient des handicaps moteurs. Nous avions 55 qui avaient des difficultés à comprendre et apprendre. On les entraînait dans les activités de la vie quotidienne. Ça ne paraît pas complètement. Et c'est des handicaps multiples, nous en avions 16 dans les activités de la préscolarisation. Donc, nous avons une colonne qui présente les bénéficiaires qui ont des besoins en réadaptation, des bénéficiaires qui ont fait des progrès dans le domaine de la réadaptation en ce qui concerne les handicapés moteurs, les bénéficiaires qui ont été suivis par les agents RBC sans suivi des muselières. Et à la fin, nous avons ceux qui ont bénéficié du suivi des volontaires et le suivi à la maison, qui est le but de notre étude. Donc, on peut aisément voir que de tous les cas qui ont été, de toutes les personnes handicapées qui ont été encadrées, nous avons pas mal, nous avons 71% des personnes en ce qui concerne la rééducation médicale qui ont été suivies concomitamment avec la famille et les personnes handicapées qui ont fait des progrès. Et nous en avons 37 qui n'ont pas pu 37% seulement qui ont pu faire des améliorations parce que parfois la famille se décourage, parfois il n'y a pas de suivi, les gens sont trop impatients, ils ne veulent pas être patients, ils ne veulent pas suivre les consignes du kiné, ils veulent aller plus vite, ils veulent avoir des résultats tout de suite et ce n'est pas toujours évident et puis on se décourage avant la fin. Donc pour ceux qui ont besoin ce qu'on a suivi dans les activités de la vie quotidienne, nous en avons 55 au départ, on a remarqué qu'il y a quand même 80% qui ont fait des progrès. Et on a 4% qui ont fait des progrès avec l'appui de la famille et l'aide de la famille, l'accompagnement de la famille. Nous en avons 4% qui n'ont pas pu le faire parce que parfois, comme pour les mêmes raisons, sont parfois laissés pour compte. Et nous avons, pour ceux qui ont des handicaps multiples en ce qui concerne l'activité de la préscolarisation, nous en avons 60 qui ont fait des cas, qui ont fait des progrès. Il faut aussi dire qu'on a aussi eu des situations où on a eu des déperditions, donc des gens qui sont déplacés, qui ont déménagé, qui ont changé de village, qui ont changé de ville et tout. En termes de conclusion, nous pouvons dire aisément, comme je l'ai dit, que les enfants qui ont été suivis par les familles ont été patients, ont suivi les consignes, ils ont pu faire des progrès. Par contre, ceux qui n'ont pas bénéficié du même encadrement ont eu des difficultés à pouvoir le faire. Et on a aussi remarqué dans certains cas où des enfants ont progressé, parce qu'il y a eu un relâchement au niveau de la famille, ils sont revenus encore pire qu'avant. Ils nous sont revenus pire qu'avant. Et sur ce, je vous remercie pour votre bienveillante attention. Nous disons merci à Madame Etan. Donc, cette communication met fin à la série de communication de cette session. Et nous allons ouvrir maintenant la page aux questions. Nous allons demander aux techniciens si on pouvait obtenir un écouteur en plus pour le présidium, s'il vous plaît. Donc, on ouvre la série des questions, s'il vous plaît. Le doigt vous présenter votre structure éventuellement et vous posez votre question. La liste est ouverte.
Pas de questions. Bonne chose. Merci. Au revoir. Yeah, Shangali from Tanzania. Madam Pascalina from Cameroon, you did mention about the total number of 176 beneficiaries who could have had an improvement in the participation or in their daily life. But then when you registered the number of those who are physically disabled and those who had some learning problems and multiple problems, first of all, the numbers were not tallying. Pardon? Huh? They should be ready. These guys are not ready at all. What I'm saying is, Madam Pascalina, she did indicate a sample of 176 beneficiaries who could have improved participation in their daily life. And when I was looking into the data which were presented, I saw that you did present a total number of 110 of physical disabled and 55 who had learning problems and 16 with multiple problems. But then the numbers were not tallying, and therefore the results were a bit confusing. If you could elaborate a bit on that. Nous demandons à la cabine de traduction, le souci c'est quoi? Parce qu'on n'a pas la traduction. Donc il faut qu'on parle plus fort ou parler dans le micro, c'est quoi? C'est quoi le souci? Oui, ou peut-être c'est un souci de micro. Donnez-lui le micro. Voilà. Hello. Voilà. Do you hear me now? Yeah? I was saying to Madam Pascalina from Cameroon, is that heard now? Am I being heard now? Or are you not there, as usual? Il n'y a toujours pas de traduction, hein? On n'a toujours pas de traduction. Hello? You there now? They are not there, so what should I do? It's okay. Okay, they are there now. Now, I was wanting to ask Madam Pascalina from Cameroon. She did indicate that her project was involving a total number of 176 beneficiaries who could have participated and improved their quality of life. And when you reflected the categories which you broke down in terms of the ones who had physical disabilities and the learning problems as well as multiple problems, the number which you were reflecting did not tally exactly with the total number of the beneficiaries. That was not quite clear as who benefited and who did not benefit, and what was it in percentage. Mais la faute, c'est à qui pour la traduction? On parle bien dans le micro. Pourquoi vous n'avez pas la traduction?
Voilà, on vous entend. Hello. On vous entend. Thank you very much. Do you hear me? The translator, do you hear me? Okay, I have some few issues. Mais le micro de la salle sonne très bien. One issue Oui. for Ruthie. Ruthie, thank you very much for bringing hope there where there is no hope. I think here is where the value of P&O lies. And I hope the P&Os see the credit on that. For Lina, I just want to suggest that the culture issue takes time. It's one of the story of iceberg, which is hidden and require persevere. So we don't expect a change for a day, but we think as we continue educating, creating awareness, then the change will be observed. I have two for the TACPESA. You have a very good presentation on the physio issues and evaluation of parents. But I think it's also crucial to have the numerical figures so that it supports your percentage. Otherwise, the power of research does not show the real value that we wanted to see. 1%, 0.5 can show it, a 6%. But when you have a supportive numerical figure, bring the power of the research. For Madam, you had that sample size of 176. I think my colleague has already said on the tally number. But I don't know whether it was on an oversight on my side. How long did you observe this sample size of 176? Thank you very much. OK. On demande, les traducteurs demandent à la dame de reprendre sa question, s'il vous plaît. Il demande. Oui. Non, mais ils disent qu'ils peuvent traduire. Ou on va poursuivre. Bon, vous prendrez la traduction en cours. Okay. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Okay, this is last to repeat because it's annoying. I said to Ruthie, thank you very much because you have brought hope where there is no hope for this child who was Amelia, and the parents and the child now are happy. The child can go to school and the parents can feel proud of having a child. Alors, il y a de l'espoir, là où on ne peut pas espérer de l'espoir. Et je suis tellement ravi d'avoir appris sur l'enfant qui ne pouvait pas, qui avait des handicaps, mais qui maintenant est dans les conditions, dans les meilleures conditions pour évoluer. We did not understand what. So is it clear on my side now, or should I continue repeating? No, just continue. Okay, I'm done with Ruthie. Lina, I said she has done research on Sierra Leone and Malawi, and whereby she also observed the culture as a barrier. And I was trying to encourage my colleague as a researcher that Elle a aussi observé quelques obstacles. the culture perspective takes time to observe changes. So I think as Les time perceptions de goes, culture prennent du temps as pour we changer. educate, as we create awareness, then the change might be observed. Because I gave a story of iceberg, whereby this culture is one of the value within the 90% of iceberg. So it will take time for our African setting to see these observations, especially when it comes to culture issue. Allez, For en TACPESA, prenant I une said, approche culturelle serait un peu difficile et ça pourrait prendre du temps que les changements culturels adviennent. okay, for TACPESA, it was just a comment that is important to support the percentage figures with the numerical figure. C'est juste un Because commentaire this pour pouvoir brings the soutenir value. les pourcentages. The power of the research is numerical figure, which is supported by percentage. So I just wanted to encourage for him to have that because it's one of the good research. C'était juste un commentaire pour pouvoir soutenir ce qu'il For a mis plus tôt. Madam colleague from Cameroon, I said she had a sample size of 176, and I don't know whether it was an oversight on my side. I could not know how long did she observe it to see the results. Ok, alors Thank you. de notre collègue, j'aimerais savoir comment elle a procédé pour avoir ces résultats en termes de pourcentage. Merci à madame. Un intervenant, oui. Another contributor. Monsieur Ba, du Centre Père Bernard Vespiren, Bamako. C'était une contribution auprès de Monsieur Lacna. Je pense que les 7 modules aident beaucoup les familles de parents d'enfants IMC.
Mais je pense que le groupe qu'il y a, je pense qu'il faut faire des petits groupes de 8, ce qui permet aux familles de beaucoup participer et d'échanger entre eux. Et aussi comme l'initiative que vous avez eu à prendre aussi, Okay, c'est so une très I bonne think it's better we initiative. make some groups of 8. C'est-à-dire il faut quand même impliquer les autres We need spécialistes. to involve Vous avez to des get kinés, other vous avez aussi specialists les involved. orthoprothésistes. Monsieur Ba, Oui. vous interrompez de temps en temps pour qu'il puisse traduire. Sinon, on ne se comprend pas. Ok, il traduit, d'accord. Oui, je disais que j'apprécie beaucoup la démarche de M. Lagna. I was appreciating the approach of Mr. Madnaka Sur les 7 modules dont on a bénéficié on the aussi, 7 cette modules that we formation, benefited from, où nous avons, je pense que des groupes de 7 familles, ça or permet, where we have groups of 7 families, ça permet d'avoir des échanges entre les parents. which enable people to have exchange among parents. Et aussi, ça aide beaucoup les parents, par exemple, comment alimenter un enfant IMC, So it helps parents in terms of how to feed les postures. the child, in terms of his posture. Et puis, on apprécie aussi l'idée de pouvoir associer les autres spécialistes. And we are also ces appreciating the formations. idea of getting other specialists involved. Je vous remercie. I thank you. Merci, Monsieur Ba. Encore un ou deux intervenants et on passe aux réponses. Some C'est few bon? contributors and we move up to the answers. Allez, donc on va passer aux réponses. Okay, we Nous head to allons answers now. donner la parole à Pascaline pour répondre à l'intervention de Monsieur Changali. I'll give the floor to Pascaline to answer the contribution of our colleague. Okay, thank you for your question. Merci pour votre Euh, question. I really want to apologize. Maybe it was a problem of addition. I didn't. Count it well. J'aimerais m'excuser, peut-être didn't c'était un count it problème d'addition. For the second question, Pour la I would seconde like to say question, that as I was explaining formally, that we did alors not, comme je it was not- l'expliquais plus it was tôt, not a study, a common study. It was just based on observation. c'était So we pas have une been étude observing- ordinaire, c'était juste basé sur des observations. We have been observing the people On a observé- we are working with in the project since 2012. Et ce So it has projet been a for été 4 établi years now. We depuis have just observed 2004 to see how some of those are doing well, or the others which we will have problem to improve. Alors, on a So voulu it was observer not a comment formal certaines de study. ces personnes-là font les bonnes pratiques. And we are working. We have a team. We are working with a physio. On a une équipe, on travaille aussi avec les kinés, We are working with teachers. on travaille avec les enseignants. Okay, that is our team. Et It was voilà, just c'est based ça on notre équipe. observation. It was not C'est a basé sur des formal study. observations. Thank you. Merci. Merci. Nous allons passer la parole à Monsieur Lacna, juste pour... You're going to give the floor to Mr. Lacignon. Merci pour les intervenants. Thank you, your J'ai contributors. senti qu'ils n'ont fait que contribuer. Je leur dis merci. They Et do contribute and I say thank you. ce que moi j'ai voulu relever, c'est qu'on ait cette What I would like to culture emphasize is that de s'auto-évaluer lorsqu'on entame quelque chose. we need Donc, to have a self-assessment in whatever you're doing. De vouloir voir si ce que nous faisons, ça respecte nos objectifs ou nos buts que nous avons fixés. C'est pourquoi j'ai voulu faire So as cette to see évaluation that if what you are doing is in line with our goals or objectives. pour qu'on voit est-ce que ce que nous sommes en train de faire, ça So as to profite see aux what you are parents, really doing. ça permet à ce qu'on ait une amélioration de qualité de vie des enfants parce que So ça- it helps us to have an improvement in the quality of life for these children, d'autant plus que c'est notre finalité. C'est le since but. this is our goal, our ultimate goal. Merci beaucoup. Thank you. Ok, merci à tous les intervenants. Thanks to all the contributors. Pour clôturer cette session, So as to end up this session, on peut tout simplement constater que le handicap est un problème we can just transversal notice that handicap or disability is a problem. qu'on travaille comme technicien d'appareillage, Whether we are P&O technologists, comme kinésithérapeute, whether we are physiotherapists, comme médecin éducateur, whether we are rehabilitation comme agent, assistante sociale,
Whether we are social agents, on se retrouve tous sur le même terrain. we are all in the same team, the same group. L'objectif final, The final aim c'est de permettre à la personne handicapée is to enable the disabled people, the disabled person, de recouvrer un minimum d'autonomie to recover a minimum of autonomy, independence, or empowerment. à défaut du maximum For the best it could be, pour pouvoir retourner dans la société for them to be reintegrated in the society et jouer le rôle qui est le sien. and then play the role that is theirs. Autre point à ajouter par rapport Another point to add, à ce panel, nos pays signent des conventions our countries are signing conventions, et c'est à nous, acteurs de la réadaptation, d'ouvrir and l'œil it's up to us, stakeholders in rehabilitation et field, le bon œil pour que ces conventions soient réellement appliquées to dans work nos so pays. that these conventions are really applied and Je vous remercie. implemented. I thank you. Et maintenant, nous allons faire une grève contre les traducteurs. Now we are going to give a break to the translators. You have your break. Thank you.